Les vacances approchent et nombreux sont ceux qui vont partir en avion pour des raisons pratiques ou financières. Et dans votre podcast Comme une planète, La Voix du Nord, RCF Hauts-de-France, on a souhaité savoir où en est la recherche pour décarboner le secteur aérien. En clair, peut-on voler plus propre ? Car en France, si le transport routier reste le transport le plus émetteur de gaz à effet de serre, l'avion prend la tête du classement en kilomètres parcourus par passager, selon le Commissariat général au développement durable. C'est autant d'impact sur le changement climatique. Cette année, des chercheurs ont publié un rapport sur des solutions intitulé « Pouvoir voler sans pétrole, quel approvisionnement énergétique pour le secteur aérien ?» une collaboration entre Aérodécarbo et le Shift Project. Alors on a eu envie aujourd'hui de vous faire découvrir les dernières préconisations des chercheurs pour décarboner le secteur aéronautique, voir comment elles sont reçues par le milieu industriel et les voyageurs et quelles sont les autres mesures envisagées. Cette émission est co-animée avec Karine Bauzière de La Voix du Nord. Bonjour Karine. Bonjour Anne. Et pour répondre à ces questions, nous sommes ravis d'accueillir dans Comme une planète Loïc Bonifacio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président d'Aérodécarbo, une association indépendante mais bénévole d'ingénieurs et d'experts du secteur aéronautique et spatial. Et vous êtes co-auteur du rapport Pouvoir voler sans pétrole, quel approvisionnement énergétique pour le secteur aérien. Vous terminez actuellement un livre avec le chercheur amiénois Aurélien Bigot sur le transport aérien. Arnaud Soulet, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président d'Altitude, le réseau qui rassemble les industries aéronautiques des Hauts-de-France, et vous êtes aussi le directeur de l'aéroport d'Amiens, Henri Potez. Absolument. Karine, avant de démarrer nos échanges, comment d'abord se porte le trafic aérien ? Alors, au sortir du Covid, on nous avait parlé du monde d'après, plus vertueux sur le plan environnemental. Sauf que 6 ans plus tard, l'aviation commerciale en France a retrouvé sa fréquentation d'avant 2019. Il est vrai que grâce au low-cost, on peut partir loin pour pas cher, notamment depuis les aéroports régionaux comme ceux de l'Île-les-Quins ou de Beauvais. Mais selon l'étude de l'ONG Transport et Environnement du 7 mai dernier, parmi les différents transports, l'aviation est la source d'émissions de gaz à effet de serre qui croît le plus rapidement dans l'Union européenne, plus 30% depuis 2005. C'est autant d'impact sur le changement climatique. Alors oui, l'industrie aéronautique réfléchit depuis longtemps sur son impact environnemental, mais les solutions tardent à venir alors que la croissance du secteur s'emballe. Une des réflexions porte sur ce qu'on appelle les SAF, des carburants de substitution au pétrole à base de biomasse ou de CO2 captés dans les fumées industrielles. Mais la recherche a encore besoin de temps. Alors en attendant, pour réduire les émissions, il faudrait baisser le trafic mondial, le temps d'obtenir des résultats plus probants pour remplir les réservoirs des avions avec ces carburants vertueux. Qu'en pense le monde de l'aéronautique ? Et les voyageurs, sont-ils prêts à faire des efforts ? On en parle dans ce nouvel épisode du podcast Comme une planète. Merci Karine. Alors, avant d'aborder l'étude, je me tourne vers Arnaud Soulet parce que vous êtes le directeur de l'aéroport d'Amiens Henri Potez, le directeur du réseau Altitude. Rappelez-nous très rapidement en quoi les Hauts-de-France sont une terre de l'aéronautique. Alors effectivement, c'est une bonne question parce que c'est assez méconnu et il y a quand même près de 10 000 emplois liés à l'aéronautique dans les Hauts-de-France, qui est une terre traditionnellement connue pour d'autres moyens de transport. Mais l'histoire de l'aéronautique, elle est longue et riche dans les Hauts-de-France avec les frères Caudron, avec Henri Potez, avec les traversées de la Manche au début du XXe siècle. Et en fait, on l'a entretenue, cette histoire. Et aujourd'hui, toutes les entreprises sont fédérées dans une association, donc dont je suis le vice-président, voilà, Altitude. C'est 120 membres, principalement des petites et moyennes entreprises, des entreprises de taille intermédiaire, quelques grands groupes, représentants de grands groupes, des usines, comme Airbus ou Dassault. Aviation. Et donc, par exemple, ici, on fabrique des pièces de certains Airbus. Absolument. Ouais. Donc, en région Hauts-de-France, la particularité, c'est qu'on est des fabricants. On n'a pas de bureau d'études, on n'a pas de sièges. Par contre, de sièges sociaux. Par contre, on a des usines qui sont essentielles à la fabrication des avions. On est la région spécialiste des ensembles constitutifs, des work packages, comme on dit en anglais, dans le vocabulaire aéronautique, parce qu'il y a beaucoup d'anglais dans le vocabulaire aéronautique. Et donc, si donc, on traduit, des sous-ensembles.
sous-ensembles, voilà, des sous-ensembles d'avions. On fabrique pas l'avion complet chez nous. C'est des pièces, des mais morceaux. ce sont des morceaux essentiels et chacune des usines, que ce soit pour Airbus ou pour Dassault Aviation, elles sont uniques, donc elles sont indispensables à la fabrication de l'avion final. Et juste sur l'aéroport d'Amiens, c'est un aéroport un peu spécifique pour certains types de vols. Hein. Oui, donc l'aéroport Amiens-Henri Potès qui est situé à Méholt, juste à côté de l'usine Airbus de Méholt qui fabrique toutes les pointes avant. Et donc son histoire, c'est un aérodrome qui est presque centenaire et qui a été équipé d'une piste pour l'avion Beluga, l'avion de transport logistique Airbus, qui fait la liaison entre les différentes usines pour permettre à l'usine Airbus de Méholt de livrer. Alors Loïc Bonifacio, vous avez travaillé sur les carburants alternatifs au pétrole. Aujourd'hui, est-ce que c'est réaliste d'envisager de voler sans pétrole ? Alors, c'est la question d'$1 million. Alors, effectivement, ces carburants, alors on a évoqué le terme de SAF. SAF, donc c'est un acronyme, ça veut dire Sustainable Aviation Fuels. Désolé, moi aussi, je vais mettre des mots en anglais. Mais donc, simplement carburant d'aviation durable ou carburant alternatif au pétrole. Sur le principe, effectivement, c'est un petit peu le Graal parce que, en fait, c'est comme du kérosène en termes de composition chimique ou quasiment comme du kérosène, sauf que ça vient pas du pétrole. Autrement dit, on a la même performance. On n'a pas forcément besoin de changer les avions, changer les moteurs, mais on réduit grandement les impacts environnementaux parce que, en fait, on va, sur le cycle de vie qui permet de produire ces carburants, avoir beaucoup moins d'émissions de CO2. Je pourrais expliquer un peu plus tard comment ça se fait. Donc sur le principe, effectivement, c'est hyper intéressant. La grande question, c'est combien on peut arriver à en produire et à quel prix, etc. Parce qu'il y a différents types de SAF. Il y a différents types, effectivement. Je pense que je vais rentrer petit à petit dans le détail, mais si je balance tout d'un coup, je fais un monologue, et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Mais effectivement, la grande question, c'est la production de ces carburants. Et en fait, actuellement, les avions seraient déjà capables d'en incorporer beaucoup plus que ça. Il y a d'ailleurs certains vols de mémoire avec le Beluga, je crois, qui font déjà des vols 100% SAF. Je vous laisserai me compléter, mais il me semble que ça a déjà été fait. Et en tout cas, tous les avions vendus depuis déjà quelques années sont homologués pour être capables d'incorporer 50% de SAF. C'est-à-dire que le reste doit rester du pétrole conventionnel, mais ils sont déjà capables d'en prendre jusqu'à 50%. Sauf qu'en pratique, ils prennent pas du tout 50% parce que pour tous les vols au départ de l'Union européenne, depuis 2025, donc c'est quand même assez récent, il n'y a que 2% de SAF. Et dans le reste du monde, c'est moins, c'est-à-dire que c'est une réglementation européenne justement qui cherche à lancer ça, à tirer vers le haut justement la production et la consommation du coup de SAF. Donc on part de quasiment rien. Et comment on l'explique justement, ce faible pourcentage de 2%? Concrètement, c'est cher à produire. Je vais pouvoir un petit peu plus expliquer les sous-filières qui existent derrière, mais pour faire très simple, on a deux grandes catégories. Soit ça vient de biomasse, on va parler du coup de bio-SAF, ou de biocarburant, soit... Alors biomasse, il faut expliquer, donc concrètement, oui, pardon. ça effectivement. vient Concrètement, la biomasse, là, dont on parle dans l'aérien, ça va être soit des déchets, en gros, des huiles usagées, des huiles de cuisson, ce genre de choses. C'est les premières filières qui sont développées, c'est ce qu'il y a de moins cher, enfin c'est déjà plus cher que du pétrole, mais moins cher que les autres options que j'ai évoquées après, mais on ne pourra pas en faire d'énormes quantités. Pour la faire court, on ne mange pas assez de frites. Ou alors, il n'y a pas assez d'huile pour faire les frites. Mais en tout cas, ça ne fait pas assez d'huile à la fin. Et donc ensuite, il y a d'autres filières à partir de biomasse où en fait, ça va être des résidus agricoles ou forestiers. En gros, des tiges, des bouts de branches, etc. Des parties non comestibles. Sauf qu'on arrive vite à des soucis à ce niveau-là qui sont qu'il n'y a pas des quantités gigantesques. Et le but n'est pas non plus de mettre une pression accrue sur les champs et les forêts qui déjà subissent des dégâts, entre autres, du changement climatique et puis même d'autres impacts environnementaux. Donc... Alors, après, il y a aussi une autre façon de créer des SAF, c'est en récupérant le CO2 dans les fumées des industries, c'est bien ça ? Exactement, c'est ça. Et justement, j'allais y venir. C'est la deuxième option. Donc la première, biomasse, donc bio-SAF, biocarburant. La deuxième, on appelle ça des e-SAF. Alors c'est un E-SAF, E pour électricité. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle aussi des carburants de synthèse. En fait, on l'extrait naturellement, c'est on le refait de façon synthétique, on le refait par nous-mêmes. En fait, en prenant d'un côté des atomes de carbone, de l'autre des atomes d'hydrogène, et on les remet ensemble pour faire du coup un hydrocarbure, hydrogène-carbone, avec du coup la forme moléculaire semblable au kérosène. Sauf qu'effectivement, le carbone, on peut le prendre dans des fumées industrielles, dans du CO2 de fumée industrielle. Ça pose des questions d'où ça vient, mais je ne vais pas mettre trop de complexité pour le moment. Mais effectivement, on récupère du carbone à ce niveau-là. Et l'hydrogène, il faut également l'obtenir. Et généralement, l'hydrogène, on l'obtient via l'eau.
c'est-à-dire l'eau c'est H2O, donc atomes d'hydrogène et d'oxygène. En fait, en mettant un courant électrique dans l'eau, c'est ce qu'on appelle l'électrolyse de l'eau, ça sépare l'hydrogène et l'oxygène. Donc en fait, on parle de ISAF, parce qu'en bout de chaîne, ce qu'on dépense, c'est de l'électricité. On dépense beaucoup d'électricité, on récupère de l'hydrogène, du carbone et on les remet ensemble. Et vous m'expliquiez, en préparant cette émission, que ça faisait partie d'un triptyque. Les ISAF, c'était aussi, il fallait les combiner avec autre chose pour arriver à une certaine sobriété. Alors effectivement, oui, ce que je pense que j'ai pu expliquer, c'est qu'on a tout un enjeu du coup à développer ces carburants. Mais nous, effectivement, on essaie de compiler les études sur le sujet et de tracer des scénarios. La conclusion quand même qui ressort à chaque fois, c'est que si on mise uniquement sur ça, ça va demander des quantités gigantesques. Accessoirement, ça coûte très cher. Et la réponse de pourquoi il n'y en a pas plus que ça jusqu'ici, si je devais juste résumer en un seul point, c'est parce que ça coûte très cher. Et donc, tant qu'il n'y a pas d'obligation réglementaire à les amener, ça ne se développe pas automatiquement. Parce qu'en ordre de grandeur, les bio-SAF les moins coûteux, c'est déjà 2 fois plus cher que du kérosène fossile. Et les ISAF, on va jusqu'à du 5 voire 10 fois plus cher que du kérosène fossile. Donc c'est sensiblement plus coûteux. Ce qui fait qu'effectivement, il y a besoin de cadres réglementaires et d'engagements industriels ou des compagnies pour faire avancer ça. Mais même en étant hyper proactif à ce niveau-là, on se heurte quand même à des contraintes physiques, à la fois sur ce que j'évoquais avant, les huiles, en gros on mange pas assez de frites, ou sur les champs ou sur les forêts de façon générale. On considère que si on fait 10, 15, 20% de la consommation actuelle, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde, 10, 15, 20% de la consommation actuelle avec des biosaf, déjà c'est assez optimiste en termes de capacité de production. Du coup, ça manque complètement. Il y a toute une marge derrière. Et donc, les ISAF peuvent venir compléter, sauf qu'ils consomment beaucoup d'électricité. Donc, ça reporte la question sur produire beaucoup d'électricité. Et en bout de chaîne, il n'y a aucun scénario où on arrive de façon satisfaisante à se dire, en fait, on arrive à tout produire. Et donc, il y a effectivement 2 autres grands leviers. On peut un peu voir ça comme un tabouret à 3 pieds. Il y a un des premiers pieds, du coup, qui est les SAF. Un deuxième, c'est tout ce qui est gain d'efficacité sur les avions. Alors, je suis désolé, c'est un terme très technique. Mais en gros, c'est juste les nouvelles générations d'avions sont continuellement plus performants que les anciens. Et ça, c'est déjà quelque chose qui a été fait depuis 50 ans, 70 ans. Et l'idée, c'est d'arriver à continuer de progresser. C'est important. Pour moins consommer ? Pour moins consommer. En fait, c'est une consommation qu'on appelle relative. C'est ramené par passager, par kilomètre. Et il y a déjà eu de grands progrès. Depuis, si je parle au niveau des avions de ligne, depuis les années 70, il y a eu environ une division par 5 de la consommation de carburant par passager et par kilomètre. Malgré ça, l'avion reste plus consommateur ramené par passager qu'une voiture bien remplie, qu'un bus, qu'un train, etc. Mais il y a déjà eu de grands progrès. Donc il y a un enjeu à arriver à continuer ces progrès. Mais là aussi, ce ne sera pas suffisant parce qu'en fait, au début, on fait les progrès les plus faciles et puis au fur et à mesure qu'on continue d'avancer, ça devient de plus en plus difficile. Et donc, il y a un troisième levier qui est un petit peu le tabou parmi les 3, mais qui est la sobriété, effectivement, ou modération du trafic. Alors, modération, on ne veut pas toujours dire décroissance, ça dépend des scénarios. Il y a des scénarios où le trafic diminue, d'autres juste où il stagne. Mais c'est une modération dans le sens qu'on cherche à contrôler ça et pas juste à être open bar, à augmenter, effectivement. Alors, on a pris le temps de bien expliquer le résultat de cette étude, mais on voulait vous faire réagir, Arnaud Soulet, parce que vous représentez à travers ce réseau Altitude une grande filière d'industriels de l'aéronautique. Cette étude, elle est sortie en février. J'imagine que vous avez dû suivre sa sortie. Aujourd'hui, comment elle a été perçue par le milieu industriel ? Réaliste Alors ça, je peux pas parler. Enfin, c'est difficile de répondre pour tout le monde. Au niveau, en tout cas, des industriels de la région, donc des gens qui font. On n'a pas nous la main sur la conception des avions de demain, forcément. En revanche, on va y contribuer en accompagnant les bureaux d'études, les donneurs d'ordre sur les solutions techniques qu'ils veulent mettre en œuvre, puisqu'il y a de l'expertise. On parle de chaîne d'approvisionnement. Toute l'expertise pour fabriquer un avion n'est pas seulement chez celui qui le livre. Il y a énormément de gens qui contribuent. Et ces gens-là amènent de l'expertise pour des nouvelles technologies, améliorer justement l'avion ou la manière dont on va utiliser le carburant, etc. Et puis après, là où les entreprises peuvent intervenir, c'est dans la manière aussi de produire l'avion, puisque on a parlé de ce que consomme l'avion, mais il y a aussi tout l'impact industriel que peut avoir la fabrication d'un bien industriel. Quand je dis impact industriel, c'est lors de la fabrication et toutes les émissions qu'il peut y avoir. Et là, bien sûr, les entreprises sont engagées dans une démarche RSE, dans une démarche ISO 14001, qui est la norme en lien avec l'environnement. Et
là aussi, on agit et c'est beaucoup plus à la main des industriels. Donc, forcément, tout le monde a une conscience environnementale. Évidemment, tout le monde est citoyen, on est tous citoyens et on tâche d'agir à notre niveau. Mais est-ce que aujourd'hui, vous avez le sentiment que le secteur aéronautique travaille sur, par exemple, ces carburants alternatifs, qu'il y a de l'argent qui est investi Ah oui, bien sûr, oui, puisqu'il y a des programmes qui sont engagés sur l'amélioration justement de l'utilisation des SAF. On a dit qu'il n'y en avait pas assez, mais on doit aussi pouvoir améliorer l'efficacité des moteurs, la sobriété des moteurs, et puis travailler aussi sur les avions zéro émission, sur des technologies type hydrogène qui sont à l'étude en ce moment. On parle d'un avion zéro émission qui sortirait en 2035 pour exploiter justement cette technologie hydrogène. Et c'est sûrement pas la seule. Il y a aussi des entreprises et de très belles petites entreprises ou en devenir en France qui travaillent sur l'avion électrique, puisqu'en fait, on se dit que ce sera sûrement, au niveau de la technologie, un mix entre ces différentes solutions. Oui, alors justement, on y reviendra sur l'avion électrique. Mais quand même, vous faire réagir aussi sur cette préconisation de baisser le trafic. Vous qui êtes directeur d'aéroport, ça, c'est quelque chose qui peut s'envisager. Alors comment raisonnent aujourd'hui les directeurs d'aéroports là-dessus ? On a parlé de tabou. C'est vrai que c'est un peu le sujet tabou, que ce soit chez les industriels, chez les politiques ou chez Monsieur Tout le Monde, parce que forcément, on a chacun envie de voyager si on nous en donne la possibilité, et notamment, tout à l'heure on a parlé des low cost qui rendent le voyage très accessible. Je peux pas parler pour tout le monde. Je ne sais pas comment on peut dire ou on pourrait généraliser une réaction. Il est évident que là, si on le prend du mauvais côté, on va dire on va chercher à réduire mon activité. Donc forcément, on est peut-être un petit peu inquiet. Mais d'un autre côté, si c'est présenté sous l'angle, c'est pour que on protège notre planète et que ça dure plus longtemps, on ne peut être que pour. Donc c'est d'arriver à trouver un équilibre entre on continue à travailler correctement, durablement pour mieux travailler demain et ne pas s'emballer aujourd'hui. Et effectivement, il faut mettre le curseur au bon endroit. Et est-ce que c'est entendable ça aujourd'hui, que ce soit pour les exploitants, que ce soit pour les voyageurs ? Alors ça, moi je pourrais répondre en tant que citoyen, mais c'est pas forcément l'objet. Ça, entendable, oui, mais envisageable. Après, c'est difficile parce que c'est c'est tout un ensemble. Il y a l'industrie aéroportuaire, les compagnies, les voyageurs. Ce sera très difficile de tout faire changer. Pinglot est allé à la rencontre des nordistes pour savoir s'ils sont prêts justement à faire des efforts dans le cadre de leur voyage en avion. On les écoute. Comment les nordistes utilisent-ils l'avion ? Que pensent-ils de son empreinte écologique ? On s'est rendu sur la Grand Place pour interroger les Lillois sur le sujet. Et comme par hasard, il semblait qu'un avion venait d'atterrir dans la capitale des Flandres. On est venu à Lille en avion. Vous êtes venu d'où en avion de Lille ? Nice. Je suis juste venu faire du tourisme pour le week-end. Ils viennent en avion de la Côte d'Azur, mais à quelle fréquence le prennent-ils ? Vont-ils le prendre pour les vacances cet été ? Non, pas cet été, mais tous les étés d'habitude, oui. Tout simplement pour un gain de temps et que c'est à peu près les mêmes prix finalement qu'un train. De moins en moins, on essaye d'éviter, mais voilà, pour faire Nice-Lille, c'est mieux l'avion que le train. Je le prends pas depuis un bon moment, une fois après le Covid, c'est tout. Je le prends assez souvent parce que mon fils il habite à La Réunion. En moyenne, c'est 1 fois à 2 fois par an. Je ne peux pas y aller en pédalant là-bas, je n'ai pas le choix. Je me dédouane complètement parce que je l'utilise jamais normalement et c'est à cause d'elle si on l'utilise cet été pendant les vacances. Voilà. C'est pas bien écologiquement parlant. Y a plein de conséquences. Non, c'est pas juste parce que j'ai peur, c'est parce que je pense à l'écologie et tout, développement durable, c'est mal. Et quand on leur demande s'ils seraient prêts à accepter un quota de kilomètres par avion et par passager ou des taxes supplémentaires pour réduire l'usage de l'avion, voilà ce qu'ils nous répondent. Dès qu'il y a des restrictions comme ça me gêne un peu. Je trouve que ça devrait être plus une conscience individuelle, de faire attention effectivement à notre terre, quoi. Non, il y a des gens qui ont besoin de prendre l'avion, puis d'autres moins. Le quota de vol qu'on devrait faire, il est déjà explosé avec les ultra-riches, etc., etc. Oui, pourquoi pas, mais si on trouve d'autres moyens de transport avec plus de facilité au niveau organisation et tarifs, si les trains sont moins chers, pourquoi pas ? Alors, on vient d'entendre les nordistes qui se positionnent sur les voyages en avion et on voit bien que ça reste un moyen formidable pour connecter les gens, découvrir le monde. Mais certains voyageurs quand même culpabilisent aussi. Loïc Bonifacio, comment on peut les orienter dans leur choix ? Oula, j'ai que des questions compliquées. Alors,
À ce niveau-là, il faut être conscient effectivement de l'impact que ça a. L'aviation, à échelle mondiale, c'est que quelques pourcents des émissions, mais en fait parce que très peu de gens le prennent. Ce qui fait qu'en termes de secteur, c'est pas si gros que ça. Effectivement, la voiture, c'est plus, mais à échelle individuelle, ça devient vite très très grand. Et je pense du coup une première chose à faire, j'ai entendu effectivement une remarque sur la conscience individuelle. Actuellement, ça marche quand même pas beaucoup, ça. Et je pense qu'une des raisons principales, c'est que on réalise pas l'impact que ça a. Une discussion intéressante avec une personne chez Air France et qui me disait qu'en conférence, il donnait un ordre de grandeur de 1 tonne de CO2 pour un aller-retour Paris-New York. Il y avait pas mal de personnes qui pensaient que c'était pour l'avion. C'est pas pour l'avion, c'est par passager. C'est par passager. Donc effectivement, c'est des ordres de grandeur qui sont quand même particulièrement importants. Et en fait, si on prend la moyenne mondiale, rien que prendre l'avion une fois par an, c'est déjà un usage excessif, c'est-à-dire que c'est déjà un usage massif. La moyenne mondiale actuelle de l'usage de l'avion, c'est de 1000 km par an et par personne. Donc en fait, déjà si on fait plus, on est au-dessus de la moyenne mondiale. Et ensuite, on se pose la question de la moyenne mondiale, est-ce qu'il faudrait réussir à qu'elle augmente pas ou qu'elle diminue et qu'on la répartisse au mieux. Donc effectivement, il y a un enjeu déjà à prendre conscience de l'impact que ça a et de se repositionner par rapport à cette moyenne, parce que la grosse difficulté de l'avion, c'est que je pense que n'importe qui trouvera dans son entourage à la fois quelqu'un qui prend moins l'avion et à la fois quelqu'un qui le prend plus. Parce qu'en fait, on peut trouver des gens qui le prennent pas du tout, c'est possible de vivre sa vie entière sans jamais le prendre, et on peut aussi trouver des gens qui le prennent techniquement tous les week-ends, parce que c'est techniquement possible de le faire. Et on ne trouve pas ça sur la voiture, c'est compliqué de se passer de la voiture une vie entière, et c'est compliqué de faire 1 million de kilomètres en voiture par an. Déjà 100 000, c'est une fourchette haute généralement. Donc je pense déjà, essayer de se repositionner, savoir où on est, quand on parle de conscience, etc. Et après, effectivement, c'est des sujets réglementaires, mais qui sont vite touchy, effectivement, quand on parle de taxes ou de quotas, etc. Mais il faut aussi remettre en perspective ce que j'évoquais sur le fait qu'il y a une répartition qui est assez inégale. Une étude qui est sortie justement il y a une dizaine de jours qui est hyper intéressante par le forum Vie Mobile qui regarde en fait en France qui prend l'avion pour quel usage, etc. Et à la fin, il propose une préconisation, alors qui va faire forcément râler parce que c'est un quota qu'il propose. Il propose de réduire, enfin de limiter à 2 allers-retours en avion par an. Pour les usages personnels. Donc ça compte pas les déplacements pro, c'est pour les usages personnels. Et en fait, il chiffre que, toutes choses égales par ailleurs, c'est juste on appliquait cette mesure actuellement, ça baisserait de 25% les émissions. Et ça n'affecterait que 10% des voyageurs. Et en fait, c'est vrai qu'il y a ce point-là à remettre en perspective. Il y a peu de gens qui le prennent beaucoup, il y en a pas mal qui le prennent peu. Il faut aussi remettre en perspective la justice sociale un petit peu derrière, parce que les impacts du changement climatique, pour le coup, eux, ils s'appliquent à tout le monde. Le temps passe et merci beaucoup Loïc Bonifacio. On voulait également vous faire réagir sur l'avancée sur les avions électriques parce que Karine Beauzière et Arnaud Soulet, ensuite on vous écoutera. Karine Beauzière a rencontré un étudiant d'Amiens qui travaille là-dessus. Karine, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, il s'appelle Hugo Perrault et il développe un avion électrique. Donc, il est d'Amiens, étudiant à l'IPSA, c'est une école d'ingénieurs aéronautique et spatiale, et il est président de l'association IPSolaire. Donc, en fait, depuis 3 ans, avec ses équipiers, il cherche à concevoir un aéronef léger, biplace et électrique et solaire, avec des panneaux solaires posés sur les ailes. Son objectif, au-delà de ça, c'est de cibler les avions légers jusqu'à 8 places, qui représentent 85% des avions du monde. Son association est soutenue par l'Agence des transports et de l'innovation. Et le 14 juin dernier, il y a eu le premier vol avec succès de ce nouvel aéronef. Et c'est Hugo qui était aux commandes. Il en est ressorti entier et ravi. Mais ce n'est pas le premier à imaginer les avions solaires pour l'instant et rien n'a abouti. On lui a demandé par téléphone si ce genre de projet n'était pas vain. Il nous répond. Il y a un parallèle qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces projets-là sont relativement récents à l'échelle de l'humanité, on va dire ça comme ça. Donc 2016 pour le tour du monde de Bertrand Piccard, ça fait à peine 10 ans qu'on fait de la recherche sur de l'aviation électrique solaire. Il y a 10 ans, si on regarde le parc automobile, on commençait à peine à avoir les premières voitures électriques. Si on regarde aujourd'hui le parc qui sort en automobile électrique, il est énorme. L'aviation, elle a 10 à 15 ans de retard sur ce monde-là. Donc en fait là, on est en train de prendre le pli de la décarbonation de l'aviation. Donc ça va arriver. Moi, ce que je pense, c'est qu'à l'avenir, on n'aura pas une seule source d'énergie comme on l'a actuellement avec le pétrole. Je pense qu'on partira plutôt sur des systèmes qu'on dit hybrides. Donc, en fonction des phases de vol et en fonction des conditions, utiliser plutôt une énergie qu'une autre en fonction de ses capacités, ses points positifs et ses points négatifs. Il faut prendre en compte que dans l'aviation, il y a quand même beaucoup plus d'enjeux de sécurité et que donc, ça prend beaucoup plus de temps à être installé.
C'est Hugo Peiro, un étudiant ingénieur qui est en train de travailler sur un petit avion solaire biplace. Arnaud Soulet, est-ce que vous pensez d'abord que ce genre de projet est réaliste? Et que pensez-vous de ces projections également? Alors réaliste, oui, je pense que il faut de toute façon étudier toutes les technologies et c'est comme ça qu'on progresse. On l'a évoqué sur différents sujets. Il faut de la recherche, il faut des gens qui aient envie, qui inventent, qui passent un peu pour des originaux, des fous au début et puis ça donne peut-être des idées à d'autres, même si cette idée-là n'aboutit pas. Donc oui, le solaire c'est forcément une piste. Un avion quand il vole, souvent il vole au-dessus des nuages, donc il a accès au soleil à plein. Et puis si ça peut nourrir de l'hybridation comme il l'évoquait ou un tout électrique ou peut-être vraiment hybridation entre hydrogène et électrique, allons-y, oui c'est quelque chose d'envisageable. À quelle échéance, ça c'est la grande question. Voilà, c'est aussi la question qu'on se posait en préparant cette émission. On a l'impression que ça prend énormément de temps pour cette transition écologique et on se posait la question de la sincérité de la démarche du secteur aéronautique. Parce que c'est vrai que la croissance est énorme dans ce secteur-là et on a le sentiment qu'aujourd'hui, le secteur est plus à vouloir soutenir cette croissance un peu folle et peut-être à moins investir demain dans la décarbonation. Quel est votre ressenti, vous, Loïc Bonifacio ? Oui, alors effectivement, c'est compliqué. Alors je vais rebondir très rapidement sur effectivement les enjeux techniques. En fait, pourquoi il n'y a pas plus d'avions électriques ? C'est surtout parce qu'en fait, les batteries, c'est très très lourd. Pour donner juste un chiffre, pour stocker autant d'énergie dans des batteries que dans du kérosène, ça demande 60 fois plus, 60 à 80 fois plus de masse. Or, un avion, le poids, c'est un peu important quand même. Donc c'est pour ça concrètement que c'est compliqué et que même dans les scénarios les plus optimistes, on n'envisage pas que ça fasse plus que quelques pourcents du trafic à l'échelle 2050. Parce que certes, c'est beaucoup d'avions, mais des tout petits avions qui font des petites distances. Donc si on parle en termes de trafic total, en fait, c'est tout petit. Et l'hydrogène, effectivement, est plus intéressant, mais ça a quand même été reporté par Airbus. Airbus parle d'après 2050, Safran parle de 22e siècle. C'est trop tard. C'est vraiment pas pour tout de suite. Et effectivement, la transition, ce que vous venez de dire, le but, généralement, de neutralité carbone, c'est horizon 2050. Donc c'est pour ça que nous, notre rapport, en fait, on a fait un accent sur les SAF. En fait, on a sorti un autre rapport 5 ans avant, en 2021, on regardait toutes les options. Oui, je me souviens, vous faisiez plein de préconisations, je les avais listées, mais on n'a pas le temps d'en parler. Et en fait, c'était très très large, effectivement, on brassait toutes les options qui étaient envisagées. Et ce qui ressortait de ce rapport-là, c'était, oui, mais il y en a quand même une grande principale, c'est les SAF. Et en fait, ça devait être un spin-off de l'ancien rapport. Ça a mis 5 ans à arriver, c'est devenu un rapport à part entière. Mais effectivement, c'est pour ça qu'on a creusé ce point-là. Parce qu'en fait, dans toutes les feuilles de route, ça, c'est pas juste nous, c'est les acteurs industriels, toutes les feuilles de route qu'on peut retrouver, les SAF à eux seuls, ça fait 2/3, généralement entre 50% et 2/3 de ce qu'ils prévoient de décarbonation, de baisse d'émissions. Et le reste, c'est l'efficacité, donc ce que j'évoquais avant. Et dans l'efficacité, effectivement, arriver à avoir des avions hybrides, donc plus efficaces en phase de vol, ça rentre à l'intérieur de l'efficacité. Donc ça rentre... Donc, toute l'efficacité cumulée, ça fait peut-être 30%, les SAF 60%, et on descend jamais à zéro. Donc c'est le cœur du sujet, le carburant. Vous partagez ce point de vue, Arnaud Soulet, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Oui, absolument. Et j'ajouterais aussi qu'on n'en a pas parlé, mais on est dans une industrie et dans une problématique mondiale, et il faut qu'il y ait d'autres nations qui prennent le sujet à bras-le-corps aussi. Et cet aspect mondial, je rebondis rapidement, ça fait qu'il y a aussi un enjeu de souveraineté. Parce que le pétrole, actuellement, on l'importe. Et on a bien vu qu'avec le détroit d'Ormuz, certainement que ça a dû faire réfléchir tous ces décideurs économiques et politiques. C'est la fin de ce Commune Planète, ce podcast consacré à l'actualité écologique de la région, proposé par La Voix du Nord et RCF Hauts-de-France. Aujourd'hui, une émission consacrée au voyage en avion, à Caen, un transport décarboné. Merci beaucoup, Karine Bauzière. Merci Anne-Henri, et un grand merci à nos invités. Loïc Bonifacio, vice-président d'Aéro Décarbo et co-auteur du rapport sorti en février entre Aéro Décarbo et le Shift Project, intitulé « Pouvoir voler sans pétrole, quel approvisionnement énergétique pour le secteur aérien ?» Et merci à Arnaud Soulet, vice-président d'Altitude, réseau qui rassemble les industries aéronautiques des Hauts-de-France, et vous êtes également directeur de l'aéroport d'Amiens-Henri Potez. Et ce podcast est à retrouver dès maintenant sur rcf.fr, les plateformes comme YouTube et Deezer, et dans les pages de La Voix du Nord. Un grand merci pour votre fidélité toute cette année, et on se retrouve dès septembre pour parler du retour de loup dans la région. Bel été à tous.